Bonjour Alain Bauer, merci d'être avec nous ce matin, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement, et vous avez coécrit Au bout de l'enquête les plus grandes affaires criminelles. C'est le 2e tome qui vient de sortir chez First. On vient de voir ce reportage édifiant à Kharkiv. Ce qui me marque tout d'abord, c'est la résilience de ces habitants qui ne descendent plus se protéger. Ça sonne tous les quarts d'heure. Oui, c'est le Blitz à Londres. Au début, la surprise, la stupéfaction, la peur, et puis après, une certaine forme à la fois de résilience, comme vous dites, parfois de résistance aussi. Il y a aussi ceux qui décident soit de revenir, soit de partir se battre dans la défense civile ou la défense du territoire, qui est un sujet dont on parle assez peu. Mais derrière les soldats du terrain, il y a la défense opérationnelle du territoire ukrainien. C'est 600 à 800 000 personnes qui assurent les arrières, la première ligne derrière le front, pas la ligne de front, et qui sont essentiellement des civils, y compris des gens qui fabriquent des drones à domicile, qui aident les soldats blessés, qui gèrent... Mais la population de Kharkiv avait même directement combattu au tout début de l'invasion totale. Kharkiv, c'était le grand objectif symbolique de Vladimir Poutine. C'était le couronnement de son opération militaire spéciale. À défaut de prendre Kiev, l'objectif était de prendre Kharkiv pour en faire la grande capitale de l'Ukraine libérée. Et Kharkiv, c'est une ville, Kharkov, qui voulait encore parler russe et qui a demandé à la Cour constitutionnelle ukrainienne, 2 ans avant l'invasion, de parler russe, de continuer à être russe. C'est une ville russophile et russophone et qui s'est révélée comme un des bastions de la résistance à l'invasion russe, à la surprise des Russes. Était l'objectif de Poutine, parce que selon vous, il l'a laissé derrière lui désormais ? Je crois que son objectif, il a toujours l'objectif militaire, il est clair, c'est récupérer totalement le Donbass, conserver la privatisation de la mer d'Azov et préserver la Crimée. Tout le reste sont des acquis complémentaires, mais quand on écoute très précisément ce qu'il a dit comme objectif de l'opération militaire spéciale devenue la guerre, ils ont toujours été clairement identifiés. Et le grignotage des Russes à l'est dans le Donbass est une indication assez claire. La fortification du reste montre qu'on est plutôt dans une logique où vous ne récupérez pas le terrain, et donc d'un côté, il y a les Russes qui grignotent, de l'autre, il y a les Ukrainiens qui termitent. C'est-à-dire ça ne se voit pas. Mais l'effondrement le délabrement de l'économie russe, des réserves financières russes, des moyens militaires russes qui ne vivent plus aujourd'hui qu'avec les drones iraniens et les obus coréens du Nord, montre à quel point on est dans cette année 17 dont on parle assez souvent en disant c'est l'année où tout se joue, à la fois l'épuisement, la peur, l'effondrement et le moment de bascule, dans un sens ou dans un autre. Les Russes ont toujours considéré que la guerre était une suite de défaites qui se terminait par une victoire, par épuisement de leur adversaire. La masse contre la technologie, ça existe depuis ce qu'on appelait la Grande Guerre du Nord contre les Suédois il y a quelques siècles. Et puis les Ukrainiens, il se trouve qu'ils ressemblent aux Russes et qu'ils sont beaucoup plus résistants et résilients que les Russes ne le pensaient. C'est pas leurs adversaires habituels qui s'effondrent plus vite. Ils ont fait une expérience avec les Tchétchènes qui a été marquée par une défaite, puis une victoire, puis un désastre, au sens là social. Et bien là, on est à peu près dans cette même période. Ça veut dire que Poutine avait peut-être sous-estimé le courant Maïdan, cette volonté européenne, cette jeunesse ukrainienne et son soif d'indépendance. Je ne crois pas qu'il l'ait sous-estimé, parce que c'est pour ça qu'il a fait tout ça. Comme il l'a écrit en juillet avant l'invasion, en décrivant de manière extrêmement précise pourquoi il allait faire quelque chose, sujet que nous n'avons ni vu, ni entendu, ni pensé, ni admis, ni considéré. Mais je crois qu'il a surtout sous-estimé la capacité de résistance de l'après. Il avait anticipé le fait qu'il allait perdre l'Ukraine, qu'en fait il y avait une accélération du recul des intérêts russes en Ukraine. Il n'avait pas anticipé la résistance de ceux qui l'étaient en train d'agresser et leur capacité à ne pas se laisser faire. Plusieurs responsables politiques du Caucase auraient prédit l'invasion totale russe en Ukraine au moment où Barack Obama ne respecte pas sa promesse de ligne rouge face à Bachar al-Assad. C'est ce qui explique pour partie ce que dit Emmanuel Macron à nouveau dans The Economist. Le président de la République redit qu'il ne faut pas exclure d'envoyer des troupes au sol, et il met 2 conditions à Alain Bauer. 1, que le front soit percé par les Russes. 2, que Volodymyr Zelensky émette le souhait que des troupes viennent combattre. Aussi désagréable que ça puisse paraître, je pense que le président de la République parle trop, de manière trop précise, sur des sujets où il pense que la succession de déclarations contradictoires s'appellerait de l'ambiguïté. Ça n'est pas le cas. L'ambiguïté, c'est quand on dit rien.
quand on ne dit rien, quand on ne change pas d'avis, quand on n'est pas imprécis, quand on n'est pas dans l'improvisation, quand on n'est pas dans l'approximation. Tout ça n'est pas de l'ambiguïté stratégique, c'est du désordre. Voilà. Et c'est valable aussi pour les parlementaires qui expliquent que nous aurions peut-être des soldats soi-disant non combattants en Ukraine. La question est... C'était le cas ce matin dans notre émission. La question est qu'on parle trop. Voilà. Sur cette question, on parle trop. Donc l'ambiguïté stratégique, c'est nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Ukraine de ne pas perdre ou de gagner cette guerre. Les autres options sont ouvertes avec nos alliés de l'OTAN, point. Ça veut dire que Vladimir Poutine ne sera pas du tout ni touché ni concerné par ces déclarations. Il est totalement terrorisé. D'ailleurs, ce matin, il ne s'est pas rasé. Non, je veux dire, faut arrêter, quoi. Vladimir Poutine, il a un objectif. Cet objectif, il l'a clairement défini, il l'a clairement affirmé. Il nous a fait des grandes scènes diverses et multiples. Et il explique ce qui est la réalité, c'est qu'il est prêt, pour une puissance nucléaire, à avoir un conflit conventionnel. Ce qu'il fait. Et nous sommes dans ce cadre-là. Et l'OTAN, à la surprise générale, et l'Union européenne, à la surprise encore plus générale et surtout la sienne, non seulement n'a pas plié, mais a résisté. C'est en partie sevré de l'énergie russe, pas totalement d'autres énergies, essaye de trouver son indépendance et sa souveraineté, ce qui est très bien. Ça fait depuis 1954 qu'on aurait dû le faire avec l'échec de la communauté européenne de défense. On est passé d'une Europe atlantisé et otanisé à rien en matière de défense et de sécurité. Heureusement, il reste la souveraineté française sur le nucléaire qui ne vaut que pour les intérêts vitaux de la nation. Ça ne se sous-traite pas et ça ne va pas ailleurs. Mais par contre, il est vrai qu'on peut, et on a d'ailleurs des engagements très forts pour soutenir l'Ukraine, pour lui envoyer des munitions, etc. Sauf que quand on n'a rien, on n'envoie rien. Quand on relance des industries de défense qu'on a arrêtées il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 20 ans, au nom de la globalisation heureuse et du fait que, puisque le mur était tombé, il n'y aurait plus jamais d'ennemis à l'Est, eh bien, il faut se reconstruire et se remettre en état. Les Américains l'ont fait. Ils avaient eu la même folie, hein, ils ont eu le même moment d'aveuglement ou d'illusion, pour être plus précis. Là, on est dans un processus de reconstruction, les munitions recommencent à arriver et les Ukrainiens ont surtout besoin de munitions. Pour le reste, ça va pas trop mal. Quant à une percée éventuelle du front ukrainien, d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a plusieurs fronts en Ukraine. Oui, ben là aussi, ça reste ambigu. Il y a 1000 kilomètres de front. Oui, mais l'ambiguïté, c'est de ne pas créer des ambiguïtés dans les ambiguïtés. C'est de ne pas avoir d'éléments autres que nous sommes prêts à aider l'Ukraine par tous les moyens nécessaires en fonction des événements. Vous savez, c'est aussi bien, et ça évite de se lancer dans des imprécisions ou des difficultés qui nécessitent en fait le lendemain de faire une correction de la correction, puis une précision dans la correction qui en fait détruit totalement l'effet d'annonce ou de non-annonce que devrait être l'ambiguïté stratégique. Vous avez mentionné l'OTAN. Alors l'OTAN, c'est un peu passé inaperçu, mais a publié un communiqué cette nuit. Magnifique. Pour dénoncer, je cite, les activités étatiques hostiles menées par la Russie sur les territoires de ses pays membres. Nous agirons individuellement, dit ce communiqué, et collectivement en réponse à ces agissements et nous continuerons de nous concerter étroitement. Nous condamnons l'attitude de la Russie et nous appelons celle-ci à respecter ses obligations internationales comme le font les alliés. Ça paraît, alors pardonnez-moi la qualification, mais un peu naïf, non, comme réaction un peu gentille. C'est de la communication diplomatique, mais vous savez, depuis toujours, on explique assez souvent sur votre plateau beaucoup, parce que c'est là où, techniquement parlant, on est quand même les plus précis sur les questions de guerre, je parle pas de moi, hein, mais de vos invités, c'est la question d'escalade-désescalade. Les Russes expliquent dans leur doctrine militaire depuis à peu près 40 ans qu'ils pratiquent l'escalade pour la désescalade. En français courant, je te mets une baffe d'abord et je discute ensuite. Nous pratiquons la non-escalade. C'est-à-dire que comme on a un peu peur de l'escalade, on discute d'abord et éventuellement un jour, on va annoncer qu'on mettra une baffe qu'on mettra peut-être un jour. Et donc, il y a un espace entre deux. Il y a toujours un équilibre à la fin. Il ne faut pas croire que ça se termine toujours mal. Mais il y a un moment entre deux où on prend plus de baffes et où on répond par plus de mots. Ce qui est incompréhensible pour les Russes. C'est un problème de communication réelle, hein, de parler le même langage et d'utiliser le même dictionnaire avec les mêmes mots. Et Monsieur Bauer, j'utilisais le mot de naïveté parce que nos dirigeants connaissent Vladimir Poutine, sont conscients de ce que vous exprimez et l'ont vécu dans leur chair. Tout le monde se souvient de Nicolas Sarkozy sonné parce que justement, en conférence de presse la
scène est très célèbre. Tout le monde pensait qu'il avait bu de la vodka avec Vladimir Poutine. Non, Poutine lui avait simplement dit « ton pays est comme ça, le mien est comme ça. Si tu me parles une fois de plus de la même manière, je t'écrase ». On connaît ça, on connaît ce fonctionnement. Oui, mais la question n'est pas que ce message est adressé à Vladimir Poutine, vous avez bien compris. Ce message est adressé à nous pour dire on sait ce qui se passe et donc on fait des trucs dont on ne va pas vous parler. Je précise d'ailleurs que dans les trucs, il n'y a pas seulement de la manipulation, de la désinformation, mais il y a du sabotage et des tentatives de destruction. Oui. Il y en a eu en République tchèque, dans un immense dépôt de munitions. Il y en avait visiblement en Allemagne, les services allemands ont arrêté 2 saboteurs. Hein. Ce ne sont pas des espions ou des manipulateurs de l'information ou des désinformateurs. Nous sommes dans une logique d'avant-guerre, de 5e colonne, de ce qui se passait avec les opérateurs de l'Allemagne nazie dans les pays alliés avant qu'ils entrent en guerre. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont finalement l'OTAN ne répond pas à ce qu'il décrit lui-même comme des attaques. Est-ce qu'il n'y a pas là un flou un peu juridique, puisque l'OTAN dit nous répondrons de façon individuelle et collective à des attaques qui sont déjà existantes? Or, l'OTAN, c'est la réciprocité de ses membres, en tout cas une protection commune face à un agresseur extérieur. Oui, bien sûr, mais parce que l'OTAN, contrairement à ce que tout le monde imagine, n'a pas de doctrine commune sur ce type d'opération dès lors que l'OTAN n'est pas officiellement en guerre. Et l'OTAN n'est pas officiellement en guerre. L'article 5 n'a pas été déclenché. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'Alliance Atlantique et que cette question qui a été mise de côté pour éviter de provoquer les Russes, et dans une logique qui avait du sens dans la partie 89-99, au moment où, pendant 10 ans, l'OTAN et la Russie ont tous les deux respecté un cadre général de pacification des relations Est-Ouest jusqu'au moment où il y a une décision de l'OTAN de faire quelque chose qui n'était pas de la diplomatie mais du bombardement sur la Serbie et qui a poussé les Russes à considérer qu'il n'y avait plus rien à faire avec l'Occident, ce que nous n'avons ni compris, ni accepté, ni entendu. Un dernier mot, s'il vous plaît, M. Bauer, puisque les déclarations... alors, c'est un très long entretien Emmanuel Macron dans The Economist. Les déclarations... 42 pages, tout compris. Très long à lire. Et à traduire, ils ont fait une synthèse, parce qu'eux-mêmes ont un peu craqué. Est-ce que ça n'expose pas encore un peu plus la France à ces attaques hybrides que nous mentionnions à l'instant, avec notamment la perspective imminente des Jeux Olympiques ? De toute façon, la France est très exposée et le fait d'en rajouter permet de considérer que, mais ça ne sera pas pire que ce qui était déjà prévu par les Russes et leurs alliés et tous les ennemis, soit de la France, soit de l'Occident, qui considèrent que la vitrine des Jeux Olympiques est un élément qui ne peut pas, quasiment qui les attire magnétiquement pour faire tout ce qu'il peut pour disrupter les Jeux. Vous participez du raisonnement de ceux qui pensent que le danger est plus important avant, là, qu'au moment des Jeux Olympiques ? Non, le danger est exactement le même avant et pendant. Merci beaucoup Alain Bauer d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles. Le 2e tome est sorti et c'est chez First. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct.